tous. Il est 20. Je propose de démarrer. On a laissé un peu de temps aux retardataires. Là, si d'autres personnes viennent nous rejoindre, viendront s'installer discrètement. Sinon, on pourra les huer. Je vous ferai signe quand ce sera le moment. Je me présente. Moi, je suis Sébastien Mahé. Je suis le fondateur de la société Ariga Studio. Mon premier métier, c'était développeur. J'ai bossé pendant plusieurs années en agence. J'ai eu l'occasion de me faire les dents sur un certain nombre de grands donneurs d'ordre. Vous voyez les logos ici. Et en 2005, j'ai choisi de reprendre ma liberté pour me mettre à mon compte. Ça fait du coup maintenant 11 ans que l'aventure continue. Ça donne une entreprise de 25 personnes actuellement. Là, vous nous avez tous en photo. C'est une entreprise familiale. Ma compagne travaille dans l'entreprise, elle est sur la photo. J'ai 37 ans. On a, avec la jolie blonde au fond, un petit bébé de 2 ans et demi. Et on attend un deuxième heureux événement pour la mi-décembre. Donc si à un moment donné vous souhaitez me rencontrer avant la fin de l'année, il faudra se dépêcher, sinon ce sera qu'en janvier. On intervient partout en France. On a un historique qui vient du e-commerce. Ça fait maintenant 11 ans qu'on fabrique des sites marchands qui sont interfacés à l'informatique de gestion. Ça, c'est relativement spécifique. Moi, quand j'ai démarré en 2005, c'était extrêmement rare de croiser des projets destinés à faire du volume, qui s'interfaçaient sur le RP, sur notre typologie de clientèle. Notre clientèle naturelle, c'est des sociétés entre 5 et 50 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, qui voient l'intérêt du web, qui l'ont vu parfois pour certaines très très tôt, puisque notre client historique, le premier avec lequel on se soit lancé en e-commerce, c'est une société qui faisait 200 000 euros de chiffre d'affaires en 2005 avec un site e-commerce qui n'était pas connecté à son ERP. Et ça lui coûtait un mi-temps juste pour mettre à jour le catalogue, l'article, les références, les stocks, les prix. Et dès la première année avec nous, il a fait x4 en chiffre d'affaires. C'est ce qui nous a développé, ces leviers-là, faire un x4, x5 dès la première année grâce à des solutions connectées. Aujourd'hui, on n'a aucune force commerciale directe pour se développer au bouche à oreille et on en est particulièrement fiers. La présentation que je vous propose est en 2 parties. Il y a un premier focus sur les solutions de mobilité. Là, on va vous présenter, nous avec notre background de e-commerce, comment on voit les solutions de mobilité pour les commerciaux de terrain. Ça, c'est la première partie de la présentation. Et dans une seconde partie, on vous proposera un focus beaucoup plus large sur comment, avec le digital, je peux transformer ma boîte, développer mon chiffre d'affaires et faire face à toutes les évolutions, qu'elles soient économiques ou sociologiques, du commerce. Pour démarrer, donc, je vous propose de regarder plus en détail comment ça fonctionne, une entreprise qui a des commerciaux, qui peuvent être répartis géographiquement partout en France ou revenir tous les jours au siège. La problématique est exactement la même. Tant que mes commerciaux vendent et atteignent les objectifs, j'ai envie de dire tout va bien. Et on se pose relativement peu de questions. On voit les commandes tomber et très souvent, c'est le seul indicateur dont on dispose et tant que tout va bien, tout va bien. Dès lors que les objectifs ne sont pas atteints, là, on va toucher à une problématique importante, c'est comment agir. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce que je peux faire pour aider mon commercial à développer son chiffre d'affaires? La réponse naturelle à cette question, c'est je mets en place un CRM. Super, excellente idée. Le CRM est censé vous apporter toutes les réponses. Il va vous donner des statistiques, voir combien vos commerciaux ont fait de visites, combien de chiffre d'affaires, combien de devis, quelle typologie de visites ils ont fait. Mais
le CRM, dans son principe, repose sur la saisie des données par les mêmes commerciaux qui ne font pas assez de feedback pour pouvoir déterminer qu'est-ce qui ne va pas dans leur activité commerciale. Et ça, c'est un problème principal. Aujourd'hui, un projet de CRM sur deux n'atteint pas les objectifs pour cette raison. Et cette raison, en fait, elle est naturelle. C'est ce qu'on va regarder ensemble. C'est normal qu'ils ne le remplissent pas. Et vous n'arriverez jamais à leur faire remplir complètement le CRM. Je suis passé un peu vite. Le CRM ne fait pas le café. Pour comprendre ce qui se passe, je vous propose d'abord d'en savoir un peu plus sur ce monsieur. Son visage ne vous parle peut-être pas, et pourtant, ce monsieur a marqué l'histoire avec un grand H. Il était à la tête des forces alliées pendant la Seconde Guerre mondiale pour libérer l'Europe. Il a ensuite été le 34e président des États-Unis. C'est donc quelqu'un qui a eu à faire face à des situations d'extrême tension, à un niveau hiérarchique très élevé, qui avait une quantité d'informations extrêmement importante à traiter, avec un temps extrêmement précieux. Ce monsieur, hormis notre liberté, nous a légué autre chose. Il nous a légué une citation dont je vous laisse prendre connaissance. Cette citation, elle éclaire la façon dont lui-même gérait son temps. En fait, il fait la différence entre ce qui est important et ce qui est urgent. Cette citation a donné lieu à la conception d'une matrice qui est celle-ci, qui permet de parfaitement organiser son temps. Sur les abscisses, on a l'importance de la tâche et de l'information à réaliser. En ordonnée, on a l'urgence. Et la plupart des gens vont se concentrer sur la première partie, le faire. C'est urgent et important. Ou sur la deuxième partie, ils vont faire ce qui est urgent et non important. Et la plupart des gens ne travaillent pas ou peu sur le bas du tableau, parce que ce n'est pas urgent. Si je travaille en haut, je suis un pompier. Je traite l'urgence. Et dedans, je traite des choses importantes et je traite des choses qui ne sont pas importantes. Je suis un pompier. Si j'arrive à m'abstraire de cette notion d'urgence, si je me concentre sur l'important, j'utilise ce qu'on appelle une vision d'aigle. J'ai de la hauteur, je traite correctement ce qui est important et urgent, et je planifie ce qui est important, ce qui doit absolument être fait, et ce qui n'est pas urgent. Cette matrice, je vous la montre parce qu'elle aide à s'organiser, mais elle aide aussi à comprendre ce qui se passe dans le travail de votre commercial. Là, ce que je veux vous faire comprendre, c'est qu'il y a un paradoxe entre l'alignement de vos objectifs et de ceux de vos commerciaux. Vous êtes l'un et l'autre concentrés sur faire du chiffre d'affaires, ce qui est tout à fait bien et normal, et ce qu'on peut attendre de la saisie du CRM. Le CRM, est-ce que c'est urgent de remplir un CRM? Non. Est-ce que c'est important? Ça peut l'être si c'est expliqué, si c'est compris par le commercial. S'il ne le comprend pas, il va éliminer la tâche et il ne va pas le faire. D'autant plus si sa vision du CRM, c'est ça. Ça, cette illustration, c'est un tableau relativement connu qui, dans mes livres de philosophie du terminal, illustrait le mot travail. Le travail, c'est quelque chose de difficile, d'ardu, ça vous casse le dos. C'est comme ça que votre CRM est perçu. Saisir des données dans un CRM, alimenter une machine qui vous esclavage, c'est comme ça qu'on voit le CRM aujourd'hui et que vos commerciaux voient le CRM aujourd'hui. Eux, ils sont concentrés sur l'important et l'urgent, faire du chiffre. Et c'est le même objectif que vous. Et du coup, ce quiproquo, il est complètement anormal. Vous allez dans la même direction, vous avez les mêmes objectifs, et pourtant, l'outil que vous avez acheté et mis en place pour eux, ils ne vont pas le remplir.
et pour de bonnes raisons. Là, en expliquant, vous pouvez influer sur ce processus de saisie. Vous pouvez influer sur l'importance, faire comprendre que dans certaines typologies de business, ça se fait sur le long terme, il peut oublier des choses, la machine ne va pas oublier, et donc vous allez arriver à pousser l'activité de reporting sur la dimension importante. Si le mec est en vision d'aigle, il va le comprendre, il va l'appliquer. A l'inverse, vous pouvez lui dire, en agissant avec de la pression sur l'urgence, en disant il me faut ce tableau pour vendredi. Là, vous allez pouvoir aussi influer, faire pression pour qu'il recommence à saisir. Mais attention, si vous vous relâchez dans une dimension ou dans l'autre, ça redescend et c'est pas fait. D'accord ? Du coup, comme c'est pas fait, vous n'avez aucun levier pour aider vos commerciaux dans leur processus d'achat. Résultat, ça ne se développe pas et très souvent, ça se termine par un licenciement. Pour travailler, de quoi vous avez besoin? Là, pour coacher un commercial, en fait, vous avez besoin de savoir comment il occupe son temps et sur quelle typologie de rendez-vous voilà, il s'occupe. Là, je vous les montre rapidement, on les verra un peu plus en détail après. En fait, qu'est-ce qu'on attend d'un bon commercial équilibré? Après, chaque entreprise est différente et à chacun de vous de voir son cas particulier. On veut qu'il développe le business, ça veut dire rencontrer des nouveaux prospects, présenter son entreprise, se faire connaître. On veut qu'il fasse des devis, c'est la présentation de l'offre. Encore mieux, on veut qu'il les signe. Et puis, ensuite, une fois signé, ce n'est plus un prospect, c'est un client, on va vouloir qu'il traite les non-conformités, problèmes de qualité, survente, etc. On va voir un peu après. Et on veut qu'il développe du business additionnel, potentiellement, où on va vouloir qu'il retourne voir son client, entretenir la relation et éventuellement la développer pour augmenter le chiffre d'affaires. Ces données-là, c'est typique d'un CRM, mais si elles ne sont pas remplies, voilà. Qu'est-ce que ça vous donne? Ça va vous permettre d'identifier le profil de votre commercial. Et en fonction de ce profil, vous allez facilement pouvoir lui dire écoute, tu es un super commercial, tu es un excellent fermier, tu développes bien tes comptes, tes clients ont une très forte fidélité, mais pour atteindre tes objectifs, ce serait bien de commencer à développer, à présenter, à rentrer des nouveaux comptes. Ou à l'inverse, on va pouvoir identifier que tel ou tel commercial fait énormément de développement, ça ici. Sauf que la majorité de ces projets reviennent en non-qualité, génèrent des impayés, et la non-qualité, ça coûte cher. Alors là, on l'a appelé un profil survente parce qu'il va promettre, il va faire des promesses qu'il ne peut pas tenir. Il y a d'autres explications potentielles à cette typologie graphique, mais voilà. Tout ça pour vous dire que dès lors qu'on a catégorisé le type de rendez-vous, là, on peut influer, on voit qui on a en face de nous et on peut influer en fait là-dessus. Voilà, un pur développeur. Et évidemment, entre la théorie qui est très simplifiée pour vous montrer et la réalité, voilà, on voit bien qu'il y a quand même un différentiel. La plupart des commerciaux vont quand même travailler sur toutes les dimensions. Pour bien coacher un commercial, on a aussi besoin de ce type d'information. D'où la problématique, que ce soit de dirigeant, de DSI, de directeur commercial, c'est quand même d'apprécier son pipe, de voir si les objectifs à 3 mois, à 6 mois sont bien engagés. Et pour ça, un CRM classique va vous retourner des éléments sur les devis qui sont déjà signés, ceux qui ont une forte probabilité de se signer, et puis ceux voilà, qui ont un petit peu moins de chance. Mais bon, si ça tombe, c'est bon pour les objectifs. Dans les éléments dont on a besoin pour bien coacher un commercial, on a aussi besoin de savoir comment il occupe son temps. Vous allez vite comprendre l'idée. Si je passe 35 heures à développer un client qui me fait 750 € de chiffre d'affaires, la réalité de mon commercial terrain, c'est qu'il me rapporte 5 € de l'heure. Si à l'inverse, il passe 2 heures pour un client à 3000 €, il me rapporte 1500 € de l'heure. Et ça, ces éléments, beaucoup en pilotage, en accompagnement de vos commerciaux,
ils sont très importants. Je vous ai dit qu'avec un CRM classique, on ne les aurait pas, puisqu'il n'est pas rempli. Ou alors il est rempli à terme, c'est-à-dire que si un commercial vous remplit le CRM une fois par semaine, évidemment que les données qu'il va vous indiquer ne sont pas justes. On est bien d'accord. Il ne va pas pouvoir se souvenir de la totalité du temps qu'il a passé. Concrètement, à ça, qu'est-ce que nous on propose? C'est une illustration. Voilà, je vous invite à... Il y a plein de solutions. Moi, je ne vous invite pas à acheter notre produit, mais juste à comprendre quel type de solution on peut mettre en face de ces problématiques. Si on veut un CRM bien rempli, en fait, il faut l'inverser. La bonne approche, c'est que les outils technologiques de maintenant la rentrent dans une nouvelle révolution. Le CRM de demain, c'est pas le CRM d'aujourd'hui. Le CRM de demain, c'est un CRM qui se remplit tout seul. Parce que l'info va être saisie tout de suite et elle sera juste. Et c'est pas au commercial de la remplir. En fait, on peut, grâce à la géolocalisation notamment, très facilement localiser qu'il arrive chez un client. Là, c'est une notification qui va lui permettre d'ouvrir tout de suite la fiche du commercial, de faire son job. Donc, il peut enchaîner sur la présentation de produits, préparer son devis, éventuellement réutiliser les habitudes de commande du client si c'est un client récurrent pour prendre sa commande, valider son truc, et puis à notre niveau, nous ce qu'on propose, c'est que le CRM soit rempli automatiquement avec ces éléments, qu'on enregistre le temps passé en rendez-vous, les devis, les commandes prises, et en sortie, on va lui demander quelle typologie de rendez-vous il a fait selon lui, parce qu'il y a toujours un différentiel entre le déclaratif et le constaté. J'entends bien que peut-être certains parmi vous se disent « ouais, mais il est géolocalisé, moi mes commerciaux ils vont pas être d'accord ». C'est vrai, là c'est un public très particulier et il faut en tenir compte. Là, effectivement, nous dans les gens qu'on équipe, il y a des gens d'un certain âge qui viennent du papier et du crayon, qui faisaient ce qu'ils voulaient, et il y a une rupture technologique pour eux et ils peuvent s'inquiéter de l'impact sur leur vie privée. Attention, ça c'est encadré, enfin, en tout cas, on ne regarde pas ce qu'ils font de leur week-end ou ce qu'ils font en dehors des heures de boulot. De toute façon, c'est encadré par l'URSSAF, il y a 10 heures de boulot par jour maximum. Et on ne géolocalise que les comptes clients. C'est-à-dire que là, ce qu'ils font en dehors, les temps de trajet, les hôtels, les restaurants, tout ça, en fait, on n'en tient pas compte. Donc, leur vie privée est protégée. Et dans les choses que j'ai à vous dire, en fait, oui, si j'ai entre 50 et 60 ans, j'ai pas connu ces outils-là, je vais avoir effectivement certains freins à leur utilisation. Après, attention, il y a des bénéfices directs. Premier bénéfice, un commercial qu'on équipe au jour d'aujourd'hui gagne 2 jours de chiffre d'affaires dans son mois. En moyenne, c'est 15% de chiffre d'affaires en plus. Là, avec la géolocalisation, c'est 4 jours de chiffre d'affaires de plus dans le mois, sur 20 jours ouvrés. C'est 30% de chiffre d'affaires en plus par rapport au bon vieux papier écrit. Et ce n'est qu'un bénéfice. Toute l'entreprise a y gagné. En fait, l'impact d'une commande qui tombe tout de suite dans l'ERP, c'est autant de travail en moins pour la DV qui n'a plus qu'à les viser, c'est autant de travail en moins pour la logistique, parce qu'on élimine tous les rushs. En fait, vous pouvez traiter l'expédition de vos colis au fil de l'eau et plus tout d'un coup pour que ça parte chez le transporteur. Attention, ça change bien plus que le travail du commercial. Pour revenir à mon sujet, oui, si je fais partie de la génération X ou de la génération encore avant, effectivement, je vais avoir des freins à utiliser ce type de produit. Attention, la réalité, c'est que là, les générations Y, donc les trentenaires comme moi, ou la génération Z, c'est-à-dire la génération qui monte, n'a pas du tout la même considération que vous par rapport à ces problématiques. Eux, ils postent sur Facebook, leur vie privée, ils sont sur différents réseaux sociaux, et ils vont avoir une influence
positive, enfin très importante sur la façon dont on gère les entreprises, parce qu'ils ne vont pas nous laisser le choix. Et eux n'ont pas de barrière sur la géologue. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? En fait, vis-à-vis du digital, vous subissez une double pression. Une pression externe sur laquelle beaucoup de monde a communiqué, où on va vous inciter à créer des sites internet, voire de plus en plus de sites internet marchands. Mais vous avez à subir également maintenant une pression interne avec toutes ces générations Y et Z qui sont habituées à ça dans leur vie personnelle et qui font pression pour que vous ayez aussi ça dans votre vie professionnelle. En gros, vous êtes ici, vous êtes pris en étau entre ces deux pressions pour vous équiper. Si vous ne le faites pas, si vous ne le faites pas à l'interne, les générations Y et Z vont venir avec leurs outils. C'est le biol. Vous n'avez pas de tablette, vous n'avez pas de smartphone, vous n'avez pas d'ordinateur ultra portable, ils vont venir avec le leur. Et ça, c'est un signe, si vous le voyez dans vos entreprises, c'est un signe que les mentalités évoluent, que les choses avancent et qu'à un moment donné, vous ne pouvez plus reculer pour vous équiper parce que, au moins à l'interne, il y a un enjeu de recrutement. Ce sera un critère de choix de l'entreprise. Est-ce que l'entreprise dans laquelle je vais travailler, est-ce qu'elle est au papier au crayon à l'ancienne ou est-ce qu'elle a des outils modernes qui me plaisent, qui me facilitent la vie, qui augmentent ma productivité et le chiffre d'affaires que je génère, évidemment. Là, peut-être que sur vos commerciaux internes, vous ne le vivez pas encore. En tout cas, nous, sur les clients qu'on équipe, les VRP, les multicartes, à partir du moment où ils ont accès à une application de prise de commande, ils font pression sur toutes les autres sociétés avec lesquelles ils travaillent pour avoir le même type d'application. Et c'est normal. Dans les attentes de ces générations-là, auxquelles il va falloir répondre, il ne leur suffit pas que ce soit simple. En plus, il faut que ce soit drôle, il faut que ce soit marrant. Là, en fait, ils vont être hyper sensibles au fait que prendre des commandes, effectuer leurs tâches, et ça va concerner à terme tous les postes de l'entreprise, il faut que ce soit facile, ludique, rapide. En gros, appliqué aux commerciaux terrain, eux, ce qu'ils attendent, c'est ça. Alors, je ne sais pas si le logo vous parle, c'est Pokémon Go. Ça a été la grande folie cet été. Voilà, un commercial terrain, génération Z, celui de demain qui arrive dans vos boîtes. Lui, il veut ça. Il veut de la géologue, il veut de la prise de commande immédiate, il veut de la rémunération immédiate, il veut savoir tout de suite où il en est dans le chiffre d'affaires de son mois. Voilà, ses attentes, c'est ça. Et il faut vous y préparer. Si demain vous ne proposez pas ça, à terme, voilà, ça peut être un problème pour recruter les meilleurs profils. Il faut s'y préparer. Voilà, ça, il va falloir le jeter. Évidemment, c'est ce qu'on propose. Après, je vous invite à venir nous voir tout à l'heure sur notre stand pour des démonstrations. Voilà pour la première partie, appliquée au commercial terrain. Là, je vous propose une seconde partie plus large, parce que c'est une chose d'équiper une brique. Là, en réalité, les attentes, elles sont réellement multiples. En fait, peu importe que je fasse du B2B, ça monte aussi très fort dans le B2B et même si beaucoup de monde a communiqué sur la croissance du e-commerce en France, attention, la croissance en B2B sera bien plus importante que la croissance du B2C. Là, le B2B, c'est 80% du chiffre d'affaires global du retail. Donc si vous êtes en industrie, si vous êtes un grossiste, si vous êtes un importateur, à terme, vous avez besoin de toutes ces briques. L'extranet client, c'est le premier soutien du commercial terrain. Qu'est-ce qui se passe quand mon commercial terrain n'est pas là? Comment je passe commande? Aujourd'hui, je fais un mail, je fais un fax, je passe un coup de fil au siège. L'avantage de l'extranet, c'est qu'il est ouvert 24/24, il est tout le temps à jour,
On va y retrouver les stocks, les tarifs négociés. Donc l'extranet B2B, c'est le compagnon idéal du commercial terrain. Il ne fait pas concurrence, en tout cas sur nous les clients qu'on équipe. Les commerciaux terrain sont commissionnés sur les prises de commande extranet. Donc l'extranet devient un allié et pas du tout un concurrent. Et en l'occurrence, nous on constate que 80% de nos clients utilisent les deux, qu'ils soient rentrés par un extranet ou par une solution de prise de commande sur tablette. Le site internet, voilà, c'est un compagnon complémentaire qui a du sens. Imaginons que vous ayez un réseau de distribution, vous êtes grossiste ou industriel, vous passez en indirect. En fait, le site internet va être très utile pour ramener des clients chez vos revendeurs. Ça, c'est un élément important. Moi, mes clients qui proposent ce type de solution, par rapport à leurs concurrents, être bien équipé, ça fait la différence entre distribuer une marque de mobilier de jardin de mes références que je ne citerai pas, ou son concurrent qui n'a pas de fonction, ou acheter, ça fait la différence au moment de signer et de rentrer le contrat. Ça peut faire d'autant plus la différence si vous allez aussi loin que le client en question, où on va même jusqu'à prendre des commandes directement sur le site web, sans poursuivre le réseau de distribution. Je suis client final, je viens sur le site web, j'ai trouvé un produit qui me plaît, j'ai pas envie de l'acheter en magasin, je veux l'acheter directement en ligne, je passe ma commande, je dis quel est le revendeur le plus proche, je paye, l'argent va directement chez le revendeur et mon client à moi, qui est le fabricant, sera payé à 60 jours comme n'importe quelle autre commande. Ça fait partie des nombreuses attentes du client final. Lui, il veut être au centre de tout, pouvoir commander tout le temps, n'importe où. Donc là, évidemment, je ne l'ai pas remis, mais il veut un site web responsive, excusez-moi, il veut pouvoir être dans le point de vente et sur son mobile, comparer les prix, éventuellement acheter votre produit pour se le faire livrer directement chez vous. Ça, c'est un autre levier intéressant et complémentaire du site web. Le site web permet de faire de la vente en ligne et éventuellement du web to store. Donc je trouve où acheter le produit, je me rends physiquement sur la surface de vente. Attention, les surfaces de vente sont limitées et du coup, ils ne peuvent pas exposer la totalité de vos produits. La borne interactive, ça permet de pallier à ce problème-là. On amène le e-commerce dans le point de vente pour que si le produit que je souhaite n'est pas disponible directement dans le coloris souhaité, aucun problème, je vais sur la borne, je le consulte, je passe ma commande, je suis livré à la maison ou directement dans le magasin, suivant les options que vous activez. Voilà, je peux aussi faire du store to web et donc être au cœur de l'attention de la marque, commander partout et tout. Je passe très vite. Si vous êtes producteur ou retailer, à un moment donné, il faut aussi compter avec les places de marché. Les places de marché, c'est Amazon, c'est Cdiscount, c'est Rue du Commerce, c'est de plus en plus de boîtes. Une bonne partie de la croissance et de la rentabilité du e-commerce se fait maintenant là-dessus. Toutes sont en train d'en ouvrir, y compris des marques comme La Redoute, où ils ont tellement de mal à rentabiliser leur site marchand parce que les coûts de l'acquisition ont explosé qu'ils vont faire leur marge là-dessus. Par exemple, Amazon ne fait sa marge que sur la place de marché ou sur la mise à disposition de leur système informatique. Pourquoi ça vous impacte? À un moment donné, ça peut être intéressant d'y être. Là, on n'a pas forcément conscience et je vous invite à regarder tous dans vos secteurs d'activité. On trouve de tout sur Amazon, de tout sur Cdiscount, y compris des produits professionnels. Là, par exemple, dans nos clients, on a quelqu'un qui vend des élingues. Les élingues, c'est un outil de levage pour charger des camions ou, par exemple, pour accrocher des structures sur un salon. Et ben, il y en a chez Amazon. Je peux en acheter chez Amazon, je peux en acheter chez Cdiscount, je peux en acheter partout. Donc, on peut avoir pas mal de barrières psychologiques en disant « Ouais, mais moi, mon business, je suis pas impacté. » Non. En
fait, tout va être impacté. Et il faut y être prêt, voilà, faut commencer à s'y atteler dès maintenant. Dès lors que votre offre commence à être largement disponible sur le web, vous aurez aussi des enjeux là-dessus. Comment je fais pour contrôler ce que font mes distributeurs? À quel prix ils vendent? Comment je fais pour contrôler ce que fait Amazon ou ce que fait Cdiscount, qui vont être vos principales concurrents si vous commencez à vendre en ligne? Il y a aussi des enjeux là-dessus. Voilà. Je ne détaille pas plus, on pourra en parler après la conférence si vous le souhaitez. Comment atteindre le succès? Déjà, mettez-vous des objectifs qui soient atteignables, qui soient mesurés. Ça, c'est le premier facteur de réussite. On a dit tout à l'heure qu'un projet de CRM sur deux échoué. En réalité, c'est moins que ça. La réalité, c'est que quand les objectifs n'ont pas été définis clairement, on ne sait pas l'apprécier. Et donc, on tombe dans quelque chose de subjectif qui peut très vite aboutir à « oui, mais bof, non, c'est pas ce que je voulais ». Vous pouvez exprimer ça en ayant fait 30% de chiffre d'affaires en plus. Donc là, attention, voilà, bien mener un projet, c'est déjà se donner des objectifs atteignables, qui soient chiffrés, mesurés, et tout ça, ça permet d'évaluer précisément si j'ai réussi ou non. Plus ça va, plus les projets digitaux sont transversales. Du coup, vous avez aussi une forte pression pour impliquer vos équipes. Là, on a parlé d'un exemple de prise de commande terrain, très difficile, parce que c'est un public particulier, voilà, qui s'exprime beaucoup. Très difficile de les motiver pour utiliser l'application. Si vous faites une formation en début de projet, c'est mort. En fait, il va falloir continuer à les accompagner tout au long, pendant au moins un an, pour qu'ils adhèrent complètement au produit, qu'ils sachent le manipuler, qu'ils finissent par le trouver utile. Donc là, il y a une vraie dimension, il y a plein de projets qui se plantent à cause de ça. Voilà. Impliquez les gens, impliquez de façon transversale, n'hésitez pas à vraiment recueillir autour de vous le plus de personnes concernées possible. Un projet digital, ça touche toutes les strates de l'entreprise. Formez, communiquez, soyez accompagnés. Quelques références de projet, je ne dis pas plus. Voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez réagir? Et la plus dure est la première. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie. On est standard A26, c'est-à-dire juste de l'autre côté du salon. Si vous voulez échanger de façon plus privée, n'hésitez pas à venir me voir. On est 5 pour répondre à toutes vos questions. On est disponible. Voilà. Peut-être à tout à l'heure.